Voilà, donc bienvenue à tous pour cette info métier organisée conjointement par l'association La Touline et avec le support de la Cité des métiers de Marseille qui nous fournit le support informatique, le système de visioconférence. Euh, alors La Touline, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association qui a une trentaine d'années, qui est reconnue d'utilité publique, qui est dédiée au monde maritime, en tout cas aux marins plutôt. À l'origine, c'était mettre en relation les marins et les armateurs dans le cadre de la recherche d'embarquement. Puis ça a évolué petit à petit, ça s'est élargi au niveau de son domaine d'activité. Et désormais, l'émission de la Touline, c'est aussi un peu de la formation, hein, notamment la validation des acquis de l'expérience et la promotion des métiers, l'orientation, la promotion vers les métiers du monde maritime. C'est très précisément l'objet de notre rendez-vous d'aujourd'hui, qui sera consacré aujourd'hui à un sujet assez précis, qui est, comment dire, l'entreprise, enfin, se lancer dans une entreprise maritime. Et également, on aura un petit topo sur une reconversion. Donc c'est Charles Cavy qui est un de nos adhérents et qui a fait un parcours très intéressant, qui est en quelque sorte responsable d'un projet entrepreneurial, qui s'appelle Scravic, qui va nous développer tout à l'heure, et qui, pour ce faire, a également conduit une reconversion, est en train de conduire d'ailleurs, c'est toujours en cours, une reconversion vers le métier de marin. Donc il va pouvoir nous parler de ces deux aspects, hein, le métier de marin, en tout cas, enfin, ce qu'il en sait depuis qu'il a commencé sa reconversion. Et puis surtout, et c'est très intéressant, quel peut être le parcours d'un futur entrepreneur du monde maritime. Voilà. Donc j'ai quand même oublié de me présenter. Moi, je suis Michel Avera, je suis officier mécanicien. Mais il y a un retour de son. Si quelqu'un peut couper son micro. C'est Rémi, s'il vous plaît, si vous Oui. pouvez couper votre micro. Voilà, merci. Voilà, donc je suis Michel Herrera, je suis officier mécanicien, anciennement dans la marine nationale, et puis j'ai fait aussi une reconversion vers la marine marchande. Et, bon, mon parcours n'est pas spécialement intéressant aujourd'hui. Je vais passer la parole, avant de passer la parole à Charles, je vais passer la parole à Sabine, qui est à la Cité des métiers de Marseille et qui s'occupe de l'antenne marseillaise de l'association La Touline, et qui va nous expliquer un petit peu comment on va organiser ce rendez-vous. Oui, Voilà, merci Sabine. merci Michel et bonjour à tous. Bon, juste pour comme petite précision, donc on va couper les micros pour éviter les interférences. Les caméras, c'est vous qui choisissez. Si vous ne souhaitez pas apparaître, ce n'est pas une obligation, sachant que l'infométier est enregistrée et qu'elle sera rediffusée sur notre chaîne YouTube. Donc ça va durer une trentaine de minutes, je pense, la présentation de Charles. Vous pouvez poser vos questions par le chat. Il essaiera d'y répondre au fil de l'eau et s'il n'y arrive pas, je reprendrai les questions à la suite. Il y aura un temps d'échange aussi verbal avec lui à la fin. Pour ceux qui le souhaitent aussi, vous pourrez prendre rendez-vous avec la Touline. Je vous enverrai nos coordonnées après par mail pour parler plus précisément de votre projet individuel. Et comme vous a demandé tout à l'heure Charles, si vous pouvez indiquer dans le chat votre code postal, ça serait super. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne info métier avec Charles. Alors, c'est le moment où je reprends, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien. Eh ben, bienvenue à tous. Bonjour. Je vais essayer de respecter, on va dire, un petit plan pour garder un peu de substance et vous tenir en activité et pas vous endormir. Je vais tout d'abord me présenter un petit peu mon parcours qui, comme le disait Michel, est un petit peu atypique parce que moi, je suis en reconversion et vous présenter donc le projet que je porte actuellement, qui est un projet entrepreneurial à destination des métiers maritimes et plus particulièrement du retour de la voile au travail, donc qui se nomme Scravic. Donc je vais vous présenter tout ça, je vais vous présenter, vous montrer un petit document support. Alors c'est juste pour vous montrer un petit peu des images et bon voilà, il n'est pas très très important, il n'y a pas énormément d'informations. C'est plus, moi ce qui m'intéresse, c'est d'échanger avec vous, si vous le souhaitez, comme le disait Sabine.
Je vais essayer de garder un petit œil sur le chat et de répondre au fil de l'eau à vos questions, si j'y arrive. Ne m'en voulez pas si j'y arrive pas, c'est toujours un peu compliqué. Et on reviendra de toute façon à la fin de la présentation sur vos questions, vos interrogations. Si vous voulez un peu plus de détails, j'essaierai de vous en apporter. Voilà, donc moi je vais commencer par me présenter. Alors du coup, moi je m'appelle Charles Cabi, j'habite à Marseille. Je suis adhérent de la Touline depuis maintenant, je pense que ça doit faire 2 ans. J'ai un profil, comme le disait Michel, un peu particulier, c'est-à-dire que moi, à l'origine, je suis ingénieur. J'ai un diplôme d'ingénieur spécialisé plutôt dans l'énergie. J'ai travaillé 5 ans en bureau d'études et j'ai fait. Bon, voilà, il y a un moment où je me suis rendu compte que ce métier me correspondait pas, que j'avais besoin d'un lien avec l'extérieur et trouver un petit peu plus de sens à ma carrière. Donc, je me suis rapproché du milieu maritime via le milieu associatif marseillais, qui est un tissu très développé où il y a beaucoup de propositions, notamment sur le maritime. Et j'ai rejoint l'association l'AJD, donc l'association du Père Jaouen, qui m'a permis en fait de mettre la première fois les pieds sur un bateau il y a 3 ans maintenant. J'ai découvert le milieu maritime, je m'y suis beaucoup plu, je me suis senti me développer, donc j'ai décidé, en suivant les conseils de quelques connaissances que j'ai fait dans cette association et aussi de la Touline qui m'a un peu accompagné sur ce sujet-là, de me reconvertir et de passer dans le domaine maritime, donc de passer les premiers, on va dire, les premiers diplômes de la marine marchande, que sont tout d'abord le certificat de matelot de pont au lycée maritime de Sète, et cette année, j'ai également passé le capitaine 200. Donc ça, je l'ai fait à la CPM de Marseille. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur la formation, on pourra y revenir tout à l'heure. Autant moi que les intervenants de la Touline pourront y répondre, je pense. Donc voilà, ça m'a amené en fait pendant le certificat de matelot de pont à Sète à rencontrer donc celui qui deviendra mon futur associé et ami, Tanguy Lebot, avec qui nous avons beaucoup développé sur notre envie de donner du sens à nos carrières, de d'agir dans le domaine maritime, de redévelopper des techniques anciennes issues de la voile de travail. Donc, ça nous a amené à travailler ensemble sur le projet Scravik. Alors, je vais vous faire un petit partage d'écran sur Scravik pour vous montrer où on en est aujourd'hui et quel était notre parcours. Alors, juste, j'espère que vous voyez bien ce que je vous partage. Sabine, si tu peux me confirmer qu'on voit bien. Ou Moi, je Michel. vois bien, oui. Tout le monde est OK? OK, super. Alors, Scravik, aujourd'hui, le projet Scravik, du coup, c'est un projet en fait qu'on appelle armateur expérimental, qui est centré en fait sur la découverte des techniques et le développement en fait de futurs voiliers de travail. L'idée de base pour nous, c'était de partir d'un patrimoine, on va dire technique, technologique, issu des voiliers de travail du Finistère, 19e et 20e siècle, et d'y apporter en fait toutes les innovations technologiques qu'on connaît aujourd'hui pour développer un projet fort de sens et développer, on va dire, une activité locale dans le Finistère à destination en fait des acteurs maritimes existants. Donc, en gros, le rêve de Scravik part de cette petite histoire que je vous ai mis là-haut, qu'on aime bien. C'est un peu une projection qu'on fait nous. Je vous demande juste de vous imaginer, fermez les yeux, imaginez-vous en 2030, vous levez le matin, vous prenez votre bateau, vous sortez du port et vous prenez conscience pour la première fois du silence qui vous entoure. Vous êtes pêcheur, vous travaillez sur votre voilier de travail et vous redécouvrez ce métier de marin-pêcheur. Sans le bruit des moteurs, sans le bruit de tous ces moteurs à explosion qu'on a autour de nous. Alors c'était un peu une utopie, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour pêcher 2 kilos de poisson, il nous faut quasiment 1 litre de gasoil. Ça peut paraître une aberration, c'est la réalité aujourd'hui de nos métiers. Alors je prends ici l'exemple de la pêche, mais nous, on va travailler sur d'autres sujets, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, c'est un petit peu une utopie qu'on s'offre à Scravik, et c'est sur ce projet-là que Marie, Tanguy et moi-même, donc on est tous les trois, on va dire, des scientifiques en reconversion vers le métier maritime. Alors moi j'aime pas trop le terme de reconversion, parce que pour moi c'est plutôt, comment dire, on va dire qu'on agrandit nos spectres de compétences vers le domaine maritime. Moi, pour l'instant, dans le projet Scravik notamment,
j'utilise encore des compétences que j'ai acquis durant ma formation d'ingénieur et je pense que je continuerai toujours d'en utiliser. Tanguy, lui, il est docteur en biologie marine et Marie, elle, docteur en hydrodynamique navale. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, toutes ces compétences techniques et parfois un peu trop théoriques et intellectuelles vont se retrouver pratiquement toutes dans le projet Scravik. Donc voilà, ça c'est notre équipe. En fait, on s'est rencontrés soit Tanguy en formation maritime ou soit en fait Marie. On a été présentés en fait par des connaissances en commun on était tous les trois en recherche d'un projet fort de sens et on s'est retrouvés tant sur le plan des valeurs que sur le plan, on va dire, entrepreneurial. Alors, voilà. Alors aujourd'hui, la solution de Scravik, en fait, je vous parlais de ça. On développe un projet en fait autour d'une idée qui est celle de développer en fait un navire qui serait polyvalent et qui pourrait répondre à différentes missions. Je vous en parlerai après. Mais ce qui était intéressant pour nous, c'était justement d'avoir une solution offerte avec un impact environnemental faible, donc en utilisant le plus de solutions énergétiquement gratuites offertes par notre environnement. C'est pour ça que nous, on s'est focalisé sur notamment le voilier de travail. Parce que, comme tout le monde le sait, le vent est une énergie gratuite et accessible à tous. Euh, bon, il offre quand même son lot de difficultés d'exploitation, mais on travaille justement à retravailler nos techniques pour s'y adapter. Donc l'idée de Scravik, c'est de développer un navire qui soit polyvalent, qui soit surcyclé. Pour nous, c'est important. On pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de navires qui existent pour être modifiés et retravaillés pour être adaptés à nos besoins. On a une affinité, on va dire, low-tech, c'est-à-dire qu'on ne veut pas absolument que sur le bateau, on ait toutes les technologies dernier cri, on veut que la réflexion sur les usages accompagne également la réflexion technologique. Donc, on va essayer de faire au plus simple et en plus, on va dire, énergétiquement sobre. Pourquoi? Parce que en embarqué, le problème, c'est toujours de stocker l'énergie. Donc, moins on en a besoin, et ben moins on aura à en stocker. Donc bien sûr, faible émission CO2, parce que l'idée pour nous, c'est d'utiliser le moins possible les moteurs à bord. Bon, bien entendu, on sera obligé d'en garder, mais on étudie déjà des solutions, on va dire, bas carbone pour les moteurs, notamment sur les moteurs électriques, et un équipage restreint. On a pensé toute l'ergonomie et la modularité du navire pour qu'il puisse être exploité entre 2 à 3 personnes. On cherche dans nos équipes, et on commence là à chercher dans nos équipes des gens qui ont à la fois une affinité marine, c'est-à-dire qu'ils soient des marins professionnels ou en conversion maritime, mais qui puissent apporter également une autre compétence, comme nous sur nos compétences techniques, mais on verra par la suite qu'aujourd'hui on a d'autres besoins. Aujourd'hui, Scravik a été développé pour répondre en fait aux besoins de 3 grands métiers, on va dire, du domaine maritime, que sont donc l'étude environnementale, de par notre affinité, nous, en tant qu'ingénieurs et docteurs en biologie marine. Notre réseau était composé à l'origine énormément de chercheurs en biologie marine, bureaux d'études, tout ce genre de personnes qui utilisent en fait aujourd'hui des bateaux à moteur pour aller faire le relevé en mer. Euh, Nous, au départ de Scravik, on était vraiment orienté sur l'étude environnementale. On s'est rendu compte, à force de rencontres et d'échanges, que les outils de l'étude environnementale s'apparentaient beaucoup aux outils de la pêche artisanale côtière. Aujourd'hui, on travaille notre projet qui évolue en fait de jour en jour pour le rendre également disponible pour les pêcheurs. Alors, je me rends compte, je suis désolé, petit aparté, mais j'ai pas du tout vu sur le chat quand je vous partage l'écran, donc je suis désolé, peut-être que vous mettez des questions. Je finis cette part-là, je jette un petit coup d'œil et je continue après. Et également, alors j'ai quelques intervenants ici qui sont heureux d'entendre parler de ce sujet-là. Chez Scravik, on a cette philosophie qui nous fait croire que le voilier est également un outil formidable pour la dynamisation des échanges côtiers sur les échanges en fait de marchandises entre les producteurs et la création de routes commerciales longues ou courtes. Nous, chez Scravik, on est plutôt sur l'axe des routes locales, donc une volonté en fait de recréer du lien entre les différents ports de la côte pour l'échange de marchandises entre les différents producteurs, les consommateurs et les distributeurs. Alors,
Aujourd'hui, en fait, notre activité, du coup, elle est orientée sur 4 axes. Donc, les trois thèmes que je vous ai présentés, là, on va dire que c'est vraiment des thèmes de travail, des cibles de marché. Nous, notre activité, elle est basée, du coup, sur l'activité d'innovation, c'est-à-dire retravailler des techniques, redévelopper des outils technologiques sobres énergétiquement, et également travailler sur l'aspect innovation sociale. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu, mais Scravik, en fait, c'est un projet qui se développe de manière collective avec l'ensemble des acteurs de la filière maritime et également à volonté, on va dire, coopérative, c'est-à-dire que notre projet d'entreprise est un projet de SIC, ce qui s'apparente à une société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire une coopérative d'emploi, c'est-à-dire les gens qui travaillent chez Scravix possèdent l'entreprise, et intérêt collectif dans le sens où n'importe quelle personne qui travaille avec nous a le pouvoir en fait de rentrer dans la gouvernance de l'entreprise. J'espère peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter par la suite. Alors bien sûr, le cœur de notre activité, c'est l'activité d'armateur. Nous, on a volonté à exploiter nos navires et également à valoriser le métier de marin, notamment par l'intermédiaire de la SIC, en l'intégrant en fait dans la gouvernance de l'entreprise. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, enfin, si vous travaillez pour Scravik, l'idée n'est pas simplement d'être matelot ou mécanicien ou capitaine, mais c'est d'être tout ça et aussi gérant d'entreprise. On a l'aspect sensibilisation qui rentre en compte aussi dans notre activité, notamment via l'association qu'on possède aujourd'hui, où l'idée c'est de sensibiliser. L'activité de l'association première aujourd'hui, c'est de sensibiliser en fait tous les acteurs maritimes, mais également les citoyens sur la nécessité en fait de développer le voilier et en tout cas toutes les technologies à faible impact environnemental pour en fait agir et réduire notre empreinte sur l'environnement. La question du transfert, c'est une question qu'on va exploiter nous par la suite. L'idée, c'est que toute l'innovation qu'on aura créée, on aimerait qu'elle profite à tous. C'est pour ça que tous les projets, toutes les publications qu'on fait aujourd'hui sont en open source. Tous les outils qu'on développe seront accessibles publiquement pour avoir cette idée en fait de pouvoir partager notre savoir et pour peut-être aussi le commercialiser si le marché est réceptif. L'idée, c'est de pouvoir accompagner notamment les armateurs ou les acteurs du milieu maritime vers cette transition qu'on essaye d'opérer. La stratégie de développement en fait de Scravik, elle est, comme je vous le disais, dans une logique de SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif. Donc l'idée pour nous, en fait, c'est pas d'arriver avec une solution toute pondue et de dire aux gens c'est comme ça qu'il faut faire. Pas du tout. On n'aurait pas du tout la prétention de le faire, de par notre jeune âge, notre manque d'expérience. Même si on peut apporter des choses à ce marché, l'idée c'est de co-construire en fait ce projet avec les acteurs. Aujourd'hui, et depuis le début du projet, en fait, nous sommes en lien avec différents acteurs qui soient issus de la pêche, de la recherche environnementale. Aujourd'hui, le fret, ça commence à venir, on commence à en discuter avec certains acteurs, vous vous reconnaîtrez. Mais je pense que c'est un marché qui prendra un peu plus de temps à développer. Mais depuis le début, en fait, nous, on s'efforce d'aller rencontrer nos futurs utilisateurs, donc que ce soit les chercheurs embarqués, que ce soit les pêcheurs, que ce soit des bureaux d'études également pour l'expertise environnementale, pour les inclure en fait dans cette démarche, leur demander de nous présenter quelles sont les difficultés ou spécificités de leur métier pour que nous, on puisse développer notre outil en fonction de ça. L'idée du coup du projet d'aujourd'hui, c'est justement de construire une dynamique collective avec tous ces acteurs et qui s'intègrent dans cette démarche pour pouvoir construire notre SIC. Aujourd'hui, le projet, je ne l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû commencer par là, il est basé à Brest. Et nous, on a cette volonté de faire de Brest, ou en tout cas le pays brestois, notre laboratoire, on va dire, de tests d'expérimentation de ce modèle. On a eu, alors particulièrement Tanguy et Marie, moi je suis futur habitant de Brest, mais pour l'instant je ne suis pas encore. Mais ils ont beaucoup d'attaches à ce territoire et c'est vrai que le territoire du Finistère et particulièrement le pays brestois a une forte histoire liée à la voile de travail. Donc pour nous c'est une évidence de développer ce projet là-bas. Et on pense que ce pays se doit en fait d'être le premier aussi à développer ce genre de solution. Donc voilà, ce qui nous amène en fait aujourd'hui à l'actualité, on va dire, de Scravik, qui est sur cette année, on va
conduire en fait une mission de preuve de concept. En fait, à force de rencontrer les acteurs du maritime, on s'est rendu compte que les gens étaient réceptifs, ils avaient envie de voir naître ce projet, mais il y avait quand même une nécessité de faire preuve que cette solution est viable, tant sur le plan technique que sur le plan économique. Donc avec Scravik, on a pensé cette réflexion et on s'est dit, bah, toute l'année 2021 va être dédiée à une épreuve, on va dire, de prototypage. Donc on va, peut-être j'aurai l'occasion de vous en reparler après, mais mener en fait une campagne de prototypage. On achète un bateau courant mars 2021 qu'on équipera, un bateau à échelle, on va dire 1/2 par rapport au bateau qui a été designé au départ, pour pouvoir commencer à faire des missions test en rade de Brest et en mer d'Iroise, euh, avec des professionnels du milieu embarqués, euh, et faire en fait documenter toute cette période de recherche afin de montrer que le modèle est viable. Alors sur cette question-là, sur le plan technique, mais également derrière, on a toute notre étude de marché et également un échange et une dynamisation, on va dire, des acteurs locaux pour montrer qu'il y a un modèle économique aussi qui se défend. Donc ça, c'est notre projet pour 2021. Si ça vous intéresse, je pourrais le développer, vous donner un petit peu plus de, de détails dans la partie suivante. Mais je voulais vous présenter aussi peut-être du coup les enjeux qui se présentent à nous sur cette année 2021, en tout cas sur les années proches. En tout cas, c'est les enjeux que Scravik a rencontrés. Peut-être que certains intervenants pourront en rajouter d'autres s'ils le souhaitent. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on demande à cette filière voile, c'est de démontrer en fait sa viabilité, comme je vous disais, sa compétitivité sur le plan technique et économique. Il va y avoir, hein, je pense, du fait de la spécificité des outils à la voile, un gros travail d'évolution en fait des pratiques. C'est-à-dire que bien entendu, on ne peut pas travailler de la même manière sur un voilier que comme on peut le faire sur un moteur, sur un bateau à moteur, parce que oui, il y a des spécificités liées à l'exploitation du vent. Le gros travail qu'on a à mener aussi dans cette phase de prototypage, c'est une sensibilisation, un accompagnement aujourd'hui des sociétés de classification et des autorités, donc des affaires maritimes, sur la question de l'homologation des navires. Alors, je sais qu'actuellement, il y a un gros travail sur les divisions techniques qui est mené avec Bureau Veritas et le Centre de sécurité des navires sur la question de l'homologation des grands cargos à voile qui sont en train de naître aujourd'hui. Donc, certains existent déjà. Donc nous, on pense avec Scravik qu'il y a aussi du travail à mener sur des plus petites unités, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes spécificités techniques. Donc on est déjà en lien et on travaille déjà avec le Centre de sécurité des navires du Finistère. Et on espère que cette étude de faisabilité pourra alimenter ce, ce travail-là. Alors il y a un autre point, et je pense que ça vous intéressera aussi d'en parler, c'est la question en fait des référentiels de formation. Aujourd'hui, au niveau de l'exploitation des navires à voile, il n'existe entre guillemets que le capitaine de sang module voile en termes de référentiel de formation maritime. Seulement, ce module est quand même très orienté sur la plaisance. Aujourd'hui, il n'existe pas de référentiel de formation à destination des navires de travail, ou ce qu'on pourrait apparenter à des navires de charge. On rentre un petit peu dans le technique, je suis désolé, peut-être on pourra préciser ça par la suite. En tout cas, il n'existe pas de référentiel de formation à destination des navires de charge qui pourraient être exploités à la voile. Donc nous, on a une volonté aussi d'agir en ce sens et d'accompagner les affaires maritimes dans les référentiels de formation et peut-être aussi par la suite les établissements de formation pour leur apporter notre technicité et peut-être participer à des sessions de formation. Alors le prototype dont je vous parlais aujourd'hui et qu'on est en train d'acheter, c'est le catamaran, c'est un catamaran également, parce que nous on pense que le multicoque nous permettra de développer une surface de travail intéressante pour ce qu'on a à faire. Donc c'est un petit catamaran qui fait entre 8 et 10 mètres et 12 mètres, bon plutôt 8 et 10 mètres, avec une capacité de grutage de 200 kg, un chargement d'un mètre cube et 350 kg, 8 nœuds de vitesse en moyenne et possibilité d'embarquer 3 personnes, en vrai un petit peu plus à la journée. Alors, ça peut vous paraître petit, bien entendu, on n'a pas vocation avec ce prototype à réaliser toutes les missions inhérentes au travail à la mer, mais l'idée c'est déjà de faire une première marche sur la capacité de manœuvre des voiliers et également le test de certains outils océanographiques qui sont utilisés, qui sont relativement légers et qu'on pourra exploiter avec ce navire-là.
Alors, je vous mets un petit calendrier, on va dire, de l'activité de Scravik. Donc, 2021, on a notre étude de faisabilité, donc essentiellement sur les domaines de l'océanographie et de la pêche, donc qui sera menée en fait à partir de, on va dire, avril-mai 2021 jusqu'à l'année prochaine. Donc, on a dimensionné ça sur un an. Peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps, mais il n'empêche qu'on pourra commencer à exploiter notre modèle à partir de 2022. Donc, en gros, le calendrier prévisionnel de Scravik, c'est on fait notre étude de faisabilité. Derrière ça, pendant la fin de notre étude de faisabilité, on essaye de réunir des fonds pour l'achat du premier navire et le développement des outils nécessaires pour pouvoir rentrer en exploitation en 2022. L'histoire du cabotage et du fret, j'ai vu que notre ami Jean-Charles avait mis un commentaire, mais je n'ai pas accès. Bon, bref, on pense nous que ça nous prendra un petit peu plus de temps, notamment pour la création en fait des filières qui n'existent pas tellement aujourd'hui. Donc, raisonnablement, on a posé ça en 2022. Si on peut y travailler avant, tant mieux. Voilà. Alors pour la réponse, je reprends le chat. En fait, j'ai réussi à ouvrir une petite fenêtre. Alors, je reprends un peu les commentaires. Je suis désolé, il y en a beaucoup. Peut-être que je reprends à partir. Oui, donc ça, c'est des confirmations de. Ok, que j'ai prévu. Ouais, très bien. Excusez-moi, je reprends le chat au fur et à mesure. C'est peut-être pas super. Gasoil pour la pêche Je reprends sur le gasoil pour la pêche étant fortement subventionné, le changement des mentalités vers d'autres modes de propulsion est difficile. Alors j'abonde en ce sens, Jean-Charles, je te remercie pour cette confirmation. Il n'empêche que je pense, et je pense pas être trop loin de la réalité en disant que de toute façon les ressources pétrolières vont s'épuiser ou si elles ne s'épuisent pas deviendront de plus en plus chères. Donc la question du gasoil, en fait, pour avoir échangé avec certains professionnels, c'est quand même déjà une question, on va dire, qui est problématique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils savent que ce sont des gros consommateurs. Il y a quand même cette volonté de réduire les coûts d'exploitation. Donc nous, la réflexion de départ, elle part pas de rien, hein, elle part d'un échange avec les différents professionnels du secteur. Et il y a quand même une réactivité vis-à-vis de ça. Alors pas tout le monde, je pense qu'il y a notamment sur le point de la pêche un gros travail de sensibilisation à faire, mais ça évolue. Alors, pour la question sur Emma, il y aurait trois types de navires différents. Alors, pour l'instant, en fait, il faut savoir que les outils de la pêche artisanale et de l'océanographie se ressemblent énormément. Donc, en tout cas, sur ces deux thèmes-là, l'idée, c'est de monter plutôt un navire qui soit polyvalent, qui puisse être exploité, avoir différents domaines d'exploitation. Voilà, je pense que c'est tout au niveau des questions. L'actualité de Scravik, donc je vous en ai déjà parlé un petit peu. On est en train d'acheter notre prototype. On boucle notre financement. Il nous manque encore quelques euros, euh, mais on a quelques subventions qui sont en voie d'être validées, on l'espère, ce qui nous permettrait de commencer du coup notre prototypage. Et si, en effet, si on arrive à boucler ce budget, on va être également à la recherche, donc peut-être certains d'entre vous pourraient être intéressés, de profils stagiaires et alternance pour l'année 2021, tout simplement pour nous accompagner à documenter en fait ce prototypage et à le valoriser le plus possible, tant sur le plan technique, donc pour les architectes navals, quelques marins peut-être, pourquoi pas, et que sur le plan, on va dire, un peu plus théorique, sur la question notamment du juridique, les questions d'homologation, mais également de création de sociétés. Et bien entendu, la question de la communication et du marketing, donc dans l'étude, on va dire, de la filière qui est en cours de création. Je peux développer, donc Michel, qu'est-ce qu'une SIC? Une SIC, en fait, donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Peut-être que vous avez entendu parler, certains d'entre vous, du format SCOP. Donc le SCOP permet en fait à une entreprise de faire en sorte que tous ses collaborateurs soient actionnaires, on va dire, de l'entreprise. Alors la SIC, c'est à peu près le même schéma, si ce n'est que dans les actionnaires peuvent se retrouver aussi d'autres personnes, on va dire, plus morales, c'est-à-dire des associations, des entreprises, par exemple, ça peut être votre client, votre fournisseur,
ou également des collectivités territoriales, par exemple une mairie bah oui, la métropole brestoise pourrait se permettre d'être actionnaire de l'entreprise. Voilà. Alors c'est pour nous un modèle qu'on défend parce qu'en fait on a peut-être une petite vision politique quand même qui est que pour nous le futur de l'entreprise en fait appartient aux gens qui la font, c'est-à-dire aux collaborateurs, mais également à ceux qui l'animent, c'est-à-dire à ceux qui créent les échanges commerciaux avec cette entreprise, c'est-à-dire les clients et les fournisseurs et toute personne qui peut être utilisateur ou investi dans le développement de ce projet. On a l'idée en fait par la SIC. J'ai un exemple à vous donner. Par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le producteur d'énergie Enercop. Enercop est une SIC, ce qui leur permet en fait donc que chaque client et utilisateur soit, on va dire, actionnaire de l'entreprise et également des collectivités. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, Jean-Charles, je te remercie de parler de Winship France. Justement, on est en échange, nous, avec eux. On a déjà fait plusieurs rendez-vous avec Winship et bien entendu, tout facilitateur est bon à prendre. C'est déjà un sujet, le juridique, qui est énorme à développer, et surtout sur cet aspect de la voile, parce qu'il y a tout le travail à faire. Donc, bien entendu, nous, et dans notre logique, de toute façon, on travaille comme ça. L'idée, c'est pas de refaire un travail qui a déjà été fait, c'est de participer, nous, au travail qui a déjà été mené. Donc, je te remercie de citer l'association Winship France, qui est en fait une association qui est internationale, mais qui a une antenne en France, qui en fait défend en fait l'idée du développement de la voile de travail et notamment des grands cargos à voile. Donc je peux pas en dire beaucoup plus et je voudrais pas parler en leur nom, mais je vous invite à aller faire un petit tour si ce sujet vous intéresse sur leur site web. Nous, moi j'en ai fini un peu de mon intervention, on va dire un peu magistrale. Je vous invite à créer l'échange si ça vous suit, si ça vous intéresse. Je vous enverrai, ou peut-être Sabine le fera, le lien Facebook et le lien LinkedIn. Je voulais le mettre dans la présentation, j'ai oublié. Donc peut-être je vous enverrai la présentation et je vous rajouterai les mails. Le site web est pas encore disponible, donc j'ai pas mis d'adresse. Mais vous pourrez nous suivre du coup sur Facebook et LinkedIn. L'actualité de Scravik risque d'être assez riche dans les mois et semaines à venir. Donc, je vous invite à nous suivre et on pourra de ce fait-là rentrer en contact si vous voulez venir me parler directement ou à d'autres. Alors, oui, je peux parler de c'est vrai que je l'ai évoqué un petit peu rapidement, mais c'est vrai que souvent on me pose la question, qu'est-ce qui fait qu'un ingénieur en bureau d'études en énergie se retrouve sur la mer? Bon, je vous avoue que moi, la mer est une passion depuis que je suis enfant, donc ça a été assez facile d'aller vers là. Mais le parcours, en fait, il a été alors, quand vous êtes dans une logique de reconversion, il faut savoir qu'il faut être patient. Donc, il y a donc des formations pour adultes en formation continue qui sont dispensées dans différents organismes de formation en France, qui sont relativement bien financés. Moi, depuis le début de ma reconversion, je n'ai payé aucune formation, donc c'est quand même une chance aujourd'hui qu'on a. Le métier de marin est un métier, on va dire, stratégique pour la relance. Du coup, il y a pas mal de financements en région pour les formations professionnelles. Donc, je pense que la Touline pourra très bien vous accompagner sur cette question-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, du coup, j'ai passé le certificat de matelot de pont à 7, puis le capitaine de sang à Marseille. Et entre-temps, j'ai dû travailler et embarquer sur des vieux gréements à la voile et un petit peu aussi en navette à passagers. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous voulez savoir sur ma reconversion, peut-être ce que ça m'a apporté, ces formations, peut-être les difficultés que j'ai rencontrées. En tout cas, ce que ça m'a apporté, c'était intéressant en fait de faire cette formation. Ces formations, déjà le certificat de matelot de pont, puis le capitaine de sang, tout simplement parce que on a une idée peut-être un peu fantasmée de ce que peut être le métier de marin. Ces formations vont nous remettre un petit peu, je vais dire de façon terre à terre sur terre, mais l'idée en fait, c'est de nous apporter les clés tant en termes de sécurité que en termes de pratique, on va dire professionnelle. Alors moi, je reproche un petit peu à ces formations, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais je trouve qu'elles sont très très théoriques. Heureusement, en fait, aujourd'hui, pour accéder à différents niveaux de formation, on est obligé de passer par un stade pratique, c'est-à-dire d'être embarqué. Donc ça, c'est ce qui nous apporte un peu plus, on va dire, de professionnalisme. Mais en fait, l'idée en tout cas, du certificat de matelot de pont, c'est de sensibiliser, on va dire, aux pratiques et à la sécurité en mer.
et également à la navigation. Donc on vous offre toutes les clés théoriques. Il y a un petit peu de pratique également, notamment en matelotage, mais surtout sur le plan théorique, on enrichit en fait votre savoir de qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être marin, dans quoi on s'inscrit socialement. On vous apporte les clés sur la sécurité en mer, on vous forme à la sécurité en mer. La sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Le métier de marin a beaucoup évolué au fur et à mesure des années, et je dirais même des décennies, voire des siècles, notamment grâce à ces gros efforts de sécurisation du métier. Alors, peux-tu nous dire sur la capacité de charge de futurs bateaux, son coût, la nature de la coque, sur le coût de la construction? Alors, la capacité de charge, on va être capable de monter, je pense, 1 tonne. J'ai plus les données techniques, mais je pourrais vous les retrouver. On a un cahier des charges assez fourni sur cette question. Le coût, aujourd'hui, on a évalué le coût de la construction, enfin pas la construction, du coût de la réhabilitation du bateau et de son achat à un équivalent de, il me semble, 600 000, 700 000 euros. La nature de la coque, bah, alors ça dépendra du modèle. Pour l'instant, nous, ce qui serait idéal, c'est de partir sur un bateau aluminium, parce que déjà, on va pouvoir le recycler si besoin. Et en plus de ça, bah, en termes d'effort, de technicité, ce serait l'idéal. Après, bon, bah, ça dépend aussi de l'existence de ces bateaux sur le marché. L'étude environnementale sur le coût de la construction. Alors nous, on est plutôt, comme on utilise un bateau qui sera plutôt déjà construit et qu'on va modifier, il y a tout un volet qu'on est en train de mettre en place sur justement la valorisation de l'impact environnemental justement de la modification de ce bateau. Est-ce que ça apporte de modifier un bateau plutôt que de le faire construire? Pour la partie exploration, alors nous, on fait pas d'exploration, hein. L'idée, c'est vraiment de recréer un bateau de travail à destination des marins. On n'est pas du tout sur des missions d'exploration à proprement parler, comme on peut en entendre parler. Oui, on connaît très bien Explore, notamment Tanguy aujourd'hui travaille en tant que coordinateur scientifique sur une mission qui est hébergée à Explore, donc il y est tous les jours et il échange régulièrement avec Roland Jourdain. Voilà, du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur ma reconversion. Si vous avez besoin de plus d'informations, euh, j'ai essayé de voir un peu toutes les. N'hésitez pas à participer. Moi, j'en ai fini de ma présentation, on va dire, un peu plus magistrale. Donc, oui, alors, comme je disais, je pourrais envoyer le PowerPoint sans problème, même s'il est, bon, il n'est pas très fourni, hein, mais je vous l'enverrai sans aucun souci et je mettrai le lien Facebook et le lien LinkedIn qui apparaissent pas. Je le renverrai à Sabine qui vous fera le relais, du coup, si ça te va, Sabine. Oui, oui, très bien, je ferai un récap de tout ça. Hmm. Alors, Michel, peux-tu revenir un peu sur les compétences particulières que va nécessiter ce futur navire en termes de métier? Alors, je suis pas sûr de comprendre complètement ta question. Est-ce que tu parles pour nous en tant qu'exploitant du navire ou est-ce que tu parles du développement du navire à destination des métiers? Je reprends. En fait, bon, je reprends un petit peu la parole. Le but, Vas-y, je c'est quand t'en même prie. aussi de parler de ton projet, Ouais, de le présenter, mais aussi de parler des métiers. Donc, bien je me sûr. demandais si, alors là, en fait, en quelque sorte, tu fais renaître le navire de travail à la Oui. voile. Mm, mm. Donc, ça va peut-être demander, tu as peut-être déjà étudié les compétences particulières que ça pourrait demander. D'abord en tant que marin, puisque Oui. effectivement, il n'y a plus beaucoup de navires de travail, et également en tant que peut-être scientifique. Enfin, est-ce que ça va est-ce que ça peut faire naître de nouveaux métiers ou ça va simplement faire évoluer ce qui existe déjà, quoi, et comment tu vois la chose? Alors, en termes de métier, moi, je pense que, bah, alors du coup, oui, en effet, comme tu le disais, en fait, la voile aujourd'hui au travail n'existe plus, ou quasiment plus, à part pour certains vieux gréements qui sont exploités dans le fret. Et moi, je pense que à la fois, on va pouvoir créer de nouveaux métiers sur des marins à affinité, on va dire, de techniciens pour l'exploitation des outils qui seront embarqués. Mais c'est surtout, comme tu le disais, en fait, une évolution de notre métier. C'est-à-dire qu'il va falloir apporter aujourd'hui
au profil de marins existants, une affinité à ce que ça veut dire que de travailler à la voile. C'est-à-dire qu'il y a quand même, bon, voilà, après, moi j'ai déjà discuté avec pas mal de pêcheurs et de techniciens qui sont bien plus compétents que moi sur cette question-là. Mais l'idée, en fait, pour nous, c'est de redévelopper le métier pour qu'ils soient en accord, en fait, avec l'environnement dans lequel ils se développent. Donc l'idée, c'est, comme le voilier ne s'exploite pas du tout comme un bateau à moteur, il va falloir reprendre connaissance, et certains le font déjà très bien, de tous les éléments extérieurs qui rentrent en compte, c'est-à-dire les courants, la météo, euh, ça se fait déjà aujourd'hui, hein, même pour les bateaux à moteur, mais le fait d'utiliser des bateaux à voile, on va devoir vraiment redévelopper cette notion-là, cette notion de conscience environnementale du travail. Je vais fermer mon PowerPoint. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Michel. Oui, oui, merci, merci. Après, comme je disais, aujourd'hui, on en est au balbutiement de ce que ça va donner en termes de compétences, étant donné qu'on n'a pas encore mis à l'eau notre prototype. Je pense que cette année, elle va nous donner beaucoup d'informations justement sur quelles vont être les compétences nécessaires à l'exploitation de ces navires. Et en fait, le travail, il est double. C'est de penser, le prototypage va nous servir à, on va dire, à préciser l'étude théorique qu'on a fait sur notre bateau, mais également préciser un peu quelles vont être les compétences des marins embarqués. Pardon. Donc je pense que l'année prochaine, je serai plus à même de répondre à cette question. Alors, je reprends les questions. Alors, Alors, pour répondre à Yannick, comment est perçu votre projet par rapport aux marins pêcheurs qui utilisent aujourd'hui des bateaux de pêche traditionnels? Ne voit-il pas une baisse de leur productivité? Euh, la notion de productivité, j'ai du mal à la comprendre parce que bon, c'est pas nous une entrée. En fait, des gens qui rentrent sur le marché régulièrement, ça arrive tout le temps. Euh, le seul point un peu négatif les pêcheurs soulèvent vis-à-vis de notre projet, c'est juste la faisabilité. Et souvent, on nous dit qu'on est un petit peu utopiste. Je pense qu'il faut l'être un petit peu de toute façon. Mais c'est pas tant sur le plan de la productivité ou de la compétitivité, c'est plutôt sur le. Ils ont du mal à penser que l'idée soit viable. C'est pour ça aujourd'hui que nous, on mène cette étude de faisabilité sur un an pour montrer, peut-être tester, peut-être qu'on se trompe aussi en fait. On accepte de se tromper, on a une démarche assez humble, c'est-à-dire que nous, on n'est pas sûr du tout, on veut essayer. C'est ça l'idée et toute la philosophie de Scravix, c'est on veut essayer de voir si on peut faire les choses différemment. Nous, on ne sait pas si ça va marcher, c'est pour ça qu'on doit essayer. Pour la petite pêche de type filayeur, j'aime bien aussi l'électrosolaire en mode de production pour être plus en Méditerranée. Pourquoi pas? Alors là, on rentre un peu plus dans le détail des technologies à emprunter. Je te remercie, j'irai faire un petit tour. Mais pour la petite, pour répondre un petit peu à ça, cette année, moi, j'ai encadré un groupe d'ingénieurs issus de mon école, en fait, mon ancienne école, qui a travaillé en fait sur une étude de dimensionnement énergétique du futur bateau. Donc l'idée pour nous, c'est d'intégrer le plus, bien entendu, d'énergie renouvelable sur le bateau et de voir si on peut concilier en fait cette production énergétique propre avec des réalités d'exploitation. Alors aujourd'hui, on a une étude théorique qui montre que oui. Après, le théorique, c'est le théorique et il va falloir le mettre en pratique. Donc encore une fois, nous, on en est un peu un tournant de notre projet où en fait les valeurs ont été mises sur le papier, les idées, les envies il nous reste plus qu'à les tester et à faire évoluer. Nous, on va beaucoup évoluer, je pense, sur cette année, notamment sur notre lien avec le métier de marin. Je pense que, comme tu disais, Michel, ça va ouvrir d'autres portes pour les métiers de marin. Aujourd'hui, on ne sait pas lesquelles, tout simplement. On est là pour essayer. On nous dit souvent qu'on est un peu utopiste et que c'est risqué, mais je pense qu'on en est à un moment de notre époque où si on n'essaye pas des choses, bah, personne ne le fera jamais et on s'en sortira jamais. Donc on essaie de poser notre petite brique sur le présent et peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais c'est pas grave. L'idée c'est d'essayer. Yannick, je te rejoins là-dessus, le changement de mentalité, le challenge le plus dur à relever.
Mais je pense que ça se fera. Les gens sont de plus en plus à l'écoute, de plus en plus curieux sur les différentes solutions à apporter. Charles, je peux te poser une question en direct Vas-y, Jonathan. sans sans comment dire déstabiliser la chose, mais quand tu me dis que ça fait qu'il y a une charge utile d'une tonne Ouais. sur un plan économique à 600K, euh, Non, mais peut-être que je me trompe, hein. mais même, mais Ouais, ouais. même si c'est 500K, Mm, comment tu vois économiquement la chose être rentable en fait, avec une tonne de charge, quelle marchandise là je parle pour le cabotage, qu'est-ce que tu comptes transporter si c'est pas des montres Cartier quoi? Alors, Jonathan, je te remercie parce qu'en fait, le bateau, à l'origine, il a été dimensionné plutôt pour l'étude environnementale et du coup, un peu la pêche artisanale parce que c'est plus ou moins les mêmes outils. Ouais, C'est pour ça que je mets la question du fret, moi, plus lointain. Parce que ok. aujourd'hui, c'est vraiment pas sur ça qu'on a basé notre étude théorique. Et je pense, comme toi, que pour la question du fret, qu'il soit local, entre ports, entre comptoirs, entre ce que tu veux, il faut que ton bateau soit en capacité d'avoir des charges utiles beaucoup plus importantes pour qu'elles soient rentables. Parce que nous, l'idée, c'est pas du tout de, comme tu disais, de transporter des montres Cartier, c'est d'agir plutôt pour sur des notions, on va dire, agroalimentaires quasiment. Donc, de redynamiser les échanges entre producteurs alimentaires. L'arrêt de Brest, c'est un bon exemple pour ça, parce qu'il y a pas mal de maraîchers, pas mal de producteurs, il y a également des pêcheurs, il y a pas mal de... Bon, voilà, il y a beaucoup de productions différentes dans un espace relativement proche. Et en effet, moi, je te rejoins sur le fait de dire que techniquement, si on veut que ce projet soit rentable, il faut qu'on optimise cette capacité de charge des navires pour qu'ils soient compétitifs par rapport à un camion, tout simplement, quoi. Là du coup Donc, je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire sur la réglementation. Est-ce justement pas là le problème à l'heure actuelle alors je sais, enfin je vais parler un peu technique pour ceux qui connaissent un peu, mais si on prend la division 244 alinéa 7 sur les plans de charge, est-ce qu'il n'y a pas là justement un travail à faire avec les autorités et revoir un peu le calcul quand on prend ne serait-ce que l'exemple prenons la Fée de l'Aulne, qui était un ancien bateau de charge, qui à l'époque faisait 100 tonnes. Et là, si on refait les calculs avec cette division, eh bien, on passe à peine la barre des 20 tonnes. Euh, je- Est-ce qu'il n'y a pas justement à aller actionner au niveau Gouv, au niveau ministère de la Mer, là, vu qu'il est tout récent, aller recalculer ça? Je sais pas. C'est une il y a question. c'est une question à laquelle je te réponds très facilement, tant sur le plan du fret, donc des navires de charge, que sur le plan de la pêche. Il y a énormément d'évolutions à mettre en place. Et je sais que c'est un projet ambitieux et quasi pharaonique, mais il y a énormément de travail à mener justement sur l'évolution de ces réglementations. J'en discutais pas plus tard que le week-end dernier avec un pêcheur du comité des pêches du Finistère qui me disait qu'aujourd'hui, le dimensionnement des bateaux, juste pour l'exemple, les divisions sont faites en fonction de la puissance du moteur embarqué. Aujourd'hui, comment veux-tu dimensionner ton bateau en fonction de la puissance, alors que nous, l'idée, c'est d'avoir le moteur le plus inexistant possible, quasiment. Donc il y a énormément de travail, tant sur le plan des navires de charge qu'à la pêche, sur l'évolution de ces divisions. Je suis d'accord avec toi. Il y a énormément de sensibilisation et c'est le travail qu'on essaye de mener petit à petit. Et je pense que des acteurs comme Winship, je l'espère, ou comme d'autres, comme toi, Jonathan, pourront mener auprès des autorités s'ils ont contact avec ces autorités, bien entendu. Et est-ce que l'éventualité, je me permets de poser des questions, hein. Tu me dis si, est-ce que Bah, si l'éventualité, d'autres veulent intervenir, n'hésitez pas, mais ouais, vas-y, Jonathan, je t'en prie. est-ce que l'idée justement du pavillon intervient? Pour nous, tu veux dire? Ouais, par exemple, ouais. Non, nous, on a quand même cette volonté de travailler sous pavillon français aujourd'hui. Voilà, on est sur on est sur un projet de développement territorial et local. On n'envisage pas aujourd'hui d'utiliser un pavillon autre que le pavillon français. On veut militer pour que ce pavillon évolue justement. Ouais. Donc non, l'idée c'est pas de contourner, c'est de faire évoluer. Donc pour nous, aujourd'hui, le pavillon français c'est notre objectif.
On espère que les autorités évolueront en sorte on pourra l'utiliser. Après, moi, je suis pas voyant, donc je sais pas comment ça va évoluer, mais j'ai envie d'y croire et j'ai envie de croire qu'il y a un travail qui va être mené sur cette question-là. Encouragement. Merci, Jonathan. Euh, Est-ce que d'autres ont des questions ou des remarques? J'avais une question juste avant, je suis désolé, j'avais oublié d'y répondre. Sur le stage. D'ailleurs, pour la charge utile, Jonathan, c'est pas du tout ça, je me suis trompé, mais on pourra en discuter. Alors, il y a quelqu'un qui me posait une question sur le stage, mais je n'arrive pas à le retrouver. Peux-tu revenir? Non, non. Je suis intéressé par des stages dans le cadre de ma formation prépa projet. Combien de temps peuvent-ils durer? Alors, Emma, pour répondre à ta question, ça dépend en fait de la nature du stage qui t'intéresse, parce que nous, on a l'habitude de proposer des stages. L'année dernière, on a proposé 3 stages pour des ingénieurs à l'ENSTA Bretagne, donc une école plutôt orientée architecture navale, ou en tout cas technicité du naval. Ils ont duré chacun 2 mois et demi, 3 mois, il me semble. Après, je ne connais pas du coup ta formation prépa projet, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, ce que je peux te proposer par contre, c'est que à l'issue de cet échange, d'ailleurs, je peux vous donner à tous sur le chat mon adresse mail. Vous m'écrivez un mail si vous avez des questions sur ces questions-là et j'essaierai d'y répondre un peu plus précisément. Donc, ce que je t'invite à faire, Emma, c'est de m'envoyer un mail. On échange là-dessus, on voit si c'est possible ou pas pour nous de formaliser quelque chose, définir ton projet professionnel. Oui, du coup, c'est assez large. Mais bon, moi, je serais ravi de t'accompagner là-dessus sans aucun problème. Mais je t'invite plutôt que là où il y a tout le monde, on en discute par mail plus tard. Voilà, moi, c'est à peu près tout sur ce que j'ai à dire. Est-ce que d'autres ont des questions? N'hésitez pas, hein, même si c'est pas forcément sur Scravik, même si c'est des informations sur ma formation, sur les établissements dans lesquels j'ai fait ma formation, sur l'aspect pratique de comment on trouve ces formations, comment on est sélectionné. Moi, je peux répondre aussi à ces questions-là sans aucun problème. Donc, merci Michel. J'aime bien que tu poses cette question, j'aurais dû le dire dès le début. Alors, Skravik, pour les non-bretonnants, ça veut dire l'asterne, en fait. C'est un oiseau marin, un petit oiseau marin qui ressemble à une hirondelle et auquel on est vachement attaché. Alors, pour la petite histoire, en fait, Tanguy Lebot a créé l'association en 2017, à l'origine pour mener des expéditions de naturalistes pour aller observer la faune maritime. Donc, soit les oiseaux pélagiques, les mammifères marins, les poissons. L'idée, c'était d'aller observer en fait la faune du large et de mener des expéditions. Ce qui nous a amené aujourd'hui à créer ce modèle de bateau de travail. Donc, Skravik, ça s'écrit pas comme ça. On a fait une petite faute d'orthographe volontaire pour la prononciation. En breton, ça s'écrit Skravig, mais le G final se prononce K. Donc voilà, j'avoue notre faute d'orthographe volontaire. Donc la sterne que vous retrouvez dans notre logo notamment, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, euh, on a une petite sterne qui souligne le nom de l'association. Voilà. Eh bien, merci Charles. Je crois que on a fait un petit tour Ah, il y a quelqu'un qui veut que je parle de Aviva. de Aviva, ouais. Alors c'est vrai que Skravik a été sélectionné il y a quelque temps pour participer au concours entrepreneurial La Fabrique Aviva. Donc là, on sort d'une campagne de... Donc c'est un concours en fait qui nous amène soit la possibilité d'obtenir des financements, ce qui nous aiderait bien dans notre avancée, mais nous on l'a fait surtout pour l'aspect visibilité. L'idée c'était de commencer à toucher un public autre que les gens qu'on a rencontrés au fur et à mesure du projet. Donc pour répondre à ta question, le concours Aviva a apporté de la notoriété au projet, oui. En fait, depuis qu'on a lancé cette campagne de like et depuis que la Fabrique Aviva a communiqué un petit peu sur notre projet, oui, on est rentré en contact avec certaines personnes, dont toi, dont Jonathan,
qui se sont intéressés au projet. Donc oui, nous, l'idée de la Fabrique Aviva, si on peut remporter le concours, ce serait super. Mais c'est avant tout aussi, oui, de commencer à faire connaître à tout le monde l'existence de notre projet et la volonté qu'on porte derrière. C'est notre première étape de sensibilisation, en fait. C'est que les gens voient ce projet, se posent la question, et ça montre bien. Aujourd'hui, on a pas mal de gens qui sont présents et c'est chouette. Se posent la question, tiens, qu'est-ce que ça veut dire un voilier de travail? Qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire créer une SIC? Enfin voilà, nous, l'idée dans notre participation, c'est de créer le questionnement, en fait, et l'intérêt des gens. Et ne t'excuse surtout pas d'intervenir. C'est toujours chouette d'avoir des gens qui interviennent. Merci beaucoup. Merci. Sabine, je te laisse reprendre peut-être. Oui, Michel, je sais pas, tu as des questions, toi? Tu veux compléter? Non, écoute, tu nous as parlé un petit peu du métier de marin. Pas suffisamment à mon goût, mais bon, c'est quand même pas mal. Moi, ma carrière de marin a commencé il y a 2 ans, donc je pense que toi, par contre, tu pourrais très bien nous en parler. Non, mais ça m'intéresse d'avoir l'avis d'un jeune marin. Ouais, bien C'est beaucoup sûr. plus intéressant que d'un vieux tracassin comme moi, qui a un petit peu vu trop de choses. Mais Euh, oui, est-ce que tu as trouvé ça difficile? Est-ce que tu trouves que c'est mal payé, que le travail, par rapport au travail qu'on effectue, est-ce qu'il y a trop de contraintes ou au contraire, c'est quelque chose qui passe très bien après après ta première carrière d'ingénieur, finalement, c'est quelque chose on s'y adapte assez facilement, quoi. C'est pour savoir, quoi. C'est tout. alors, pour répondre à ça, en termes de formation, les formations sont. Je vais d'abord parler de mes difficultés parce que c'est vrai qu'il y en a et ça existe. Les formations sont accessibles. Il faut vraiment pas s'inquiéter. Moi, les établissements de formation que j'ai côtoyés font vraiment l'effort que ces formations soient accessibles à tous. Alors moi, je vais pas vous cacher qu'avec mon passé d'études, j'ai eu certaines facilités à acquérir, aller jusqu'au bout de mes diplômes. Mais faut pas s'inquiéter, même pour des gens qui n'ont pas été en formation ou qui n'ont pas été, qui n'ont pas l'habitude d'être à l'école ou ça fait longtemps qu'ils sont pas allés, les formations sont faites pour des adultes et en ce sens, c'est-à-dire qu'elles sont très accessibles et on reprend tout du début. Donc, on pourrait même presque arriver avec aucune connaissance du maritime et réussir à en sortir avec un beau bagage. Moi, la vraie difficulté que j'ai rencontrée, je trouve, à la sortie du certificat de matelot de pont, c'est de trouver un embarquement, en fait. Parce que c'est légitime, hein, parce que c'est un métier le métier de marin est un métier qui peut être parfois dangereux et qui requiert une certaine technicité. Chaque bateau a sa spécificité et du coup, être recruté en sortie de certificat de matelot de pont, je trouve que c'est pas chose aisée. En tout cas, de trouver un métier valorisant, intéressant en sortie de certificat de matelot de pont, je vais pas mentir, je suis honnête, c'est assez compliqué. C'est pour ça que j'invite les gens qui sont en reconversion à être patients et passionné, parce que derrière, en fait, quand on continue et qu'on s'intéresse au capitaine de sang ou à la formation de mécanicien, qui pour moi est hyper intéressante aussi, et je pense que j'irai peut-être vers là-bas si l'occasion se présente. C'est des métiers qui sont vraiment, vraiment très, très intéressants, et c'est tellement large le spectre après de capacité de travail. On le voit bien rien que sur les gens qui sont autour de nous aujourd'hui. On a tous des expériences qui sont très, très différentes c'est ça la magie pour moi de ce métier, c'est qu'avec les formations qu'on obtient, au fur et à mesure de notre expérience, on va pouvoir toucher des métiers qui sont extrêmement différents. Et moi, c'est ce que je recherche en fait dans ce domaine-là, c'est justement, moi, je suis quelqu'un qui peut s'ennuyer assez rapidement. Et aujourd'hui, j'en découvre un peu tous les jours et je trouve ça formidable. Et je pense que, alors je me souviens plus de ton prénom, mais tu hoches de la tête là actuellement, parce qu'à l'avoir Ah, tu travailles sur les bateaux, sur les bateaux de l'Ifremer, de Génavire, il me semble. Tu abonderas en mon sens. Toutes les missions qui sont proposées sont très différentes. Et les environnements aussi de travail, c'est ce qui est formidable aussi avec notre métier, c'est qu'on travaille toujours dans des environnements formidables. Et ça, il faut être conscient de la chance qu'on a aussi d'être en contact avec cet environnement qui est à la fois sauvage et qui peut parfois être difficile, mais qui peut nous apporter aussi beaucoup de bien.
C'est bien. Geronimo confirme qu'on s'ennuie jamais à bord. Ouais, Geronimo aussi a eu un parcours assez particulier, de longues années en dehors du monde maritime, en quelque Ok. sorte. Non, mais bon, très bien, merci de nous avoir dit un mot de ton avis sur la formation, hein, qui est souvent assez critiquée, hein, de par sa théoricité, hein, mais effectivement, c'est le problème habituel de trouver l'embarquement pour faire les travaux pratiques après. C'est ça. Ceci étant, oui, quelqu'un me demande mon point de vue sur le projet. Ben, pour moi, je trouve ça formidable. Après, il est très ambitieux en ce sens qu'il y a quand même trois domaines un petit peu différents qui sont touchés. Le scientifique, la pêche et le cabotage. C'est quand même très différent. C'est très différent. La tradition de pêche à la voile, elle a existé. Enfin, la technique a été extrêmement développée, a été devenue performante, hein, au cours il y a encore 100 ans, même pas peut-être. On savait chaluter à la voile, hein, on avait de la puissance à la voile. Maintenant, on ne sait plus le faire. Il y a quelques bateaux traditionnels qui ont conservé ce genre de technique. Je pense au biskin. Mm, Donc voilà, c'est peut-être là aussi un gisement de compétences et d'expérience pour vous. tout à fait. Je pense que le projet, il est tout à fait viable du point de vue scientifique, enfin l'exploitation scientifique, hein, notamment en petit fond, sous réserve d'avoir un bateau qui est capable de tirer un trait extrêmement droit, D'être en secte, tout à fait. n'est-ce pas? Puisque C'est tout le, on c'est fait tout, beaucoup. c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, cette année, hein. C'est l'idée de Voilà, tester tout ça. avoir des trajectoires, on parle un peu technique, mais avoir des trajectoires très très précises. Et Mm. bon, ça, à mon avis, c'est tout à fait jouable. Et là, en termes de puissance, peut-être moins important. Vous allez tirer des engins qui vont eux-mêmes un petit peu flotter en quelque sorte. Mhm. Après, je pense qu'effectivement, pour la partie chalutage et cabotage, il faudra vous rapprocher notamment de l'expérience des marins pêcheurs. J'ai entendu que déjà, tu contactais beaucoup de marins pêcheurs Oui, bah, qui on était en, parfaitement cernaient le problème. tout à fait. En fait, l'idée de, si je peux revenir juste sur la pêche, euh, on va pas, enfin nous, l'idée c'est pas du tout de se soustraire à ce qui est fait aujourd'hui à la pêche, c'est de faire évoluer. Et surtout, en fait, on pense, parce qu'on a déjà échangé avec certains pêcheurs, et même de par le passé de Tanguy en tant que biologiste, et il a travaillé pas mal sur l'halieutique et sur bon, bref, peu importe. Mais on pense qu'il existe en fait aujourd'hui des gisiers, des gisements de pêche, d'exploitation côtière, bon, par exemple, tu vois, notamment sur les algues, ce genre de choses, des Oui. méthodes de pêche qui sont quasiment plus pratiquées aujourd'hui et qui pourraient très bien être faites à la voile. Alors, l'idée, encore une fois, c'est pas du tout de se soustraire aux pêcheurs qui existent aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller trouver comment on peut aller repenser aussi un petit peu la pêche, et, notamment, tu vois, sur les casiers, comme je te disais, par exemple, le week-end dernier, j'étais visiter comment ça s'appelle, l'écloserie du Tinduf Ouais. sur la presqu'île de Plougastel d'Aoulas. Et là où il me disait que pour eux, ce serait intéressant d'avoir des voiliers pour aller semer les Saint-Jacques en rade, ça pourrait tout à fait se faire, quoi. Voilà, l'idée, c'est Oui. de venir compléter en fait leur activité et essayer d'alléger en fait l'empreinte environnementale des pêcheurs. La remplacer, je suis d'accord avec toi, ça risque d'être un vrai Bon, sujet. à On mon n'en est avis, pas là aujourd'hui. On n'en est pas du tout là. oui, ça tient la route puisque vous êtes un petit peu, vous arrivez au moment où les mentalités également changent en termes de pêche et de technique de pêche. Bon, je ne sais pas si Géronimo sera d'accord, mais le chalutage, il a pas un avenir brillant. Donc les besoins de puissance, puisqu'on a besoin de puissance pour tirer un chalut Ouais, ou draguer, les miskins, je crois, draguer les huîtres. c'est ça, ouais. Donc le besoin de puissance, c'est peut-être plus aussi prégnant, hein, plus aussi important. Donc peut-être que là, il y a quelque chose à faire au niveau pêche, puisqu'en plus, entre autres, le Covid, hein, la fin, cette épidémie fait changer un petit peu les mentalités, et prendre conscience de certaines choses, notamment du coût, de la valeur de ce dont on se nourrit, et notamment des poissons. Donc là, oui, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Par contre, ouais, ça sera certainement un petit peu plus long et plus technique. Oui, Et concernant le cabotage, de mon point de vue, j'ai pas trop d'avis. Je suis un peu partagé. Je crois qu'il y a déjà des essais qui se font, qui se sont faits.
On arrive à faire un peu de transatlantique depuis peu avec notamment Grain Sail, Mhm. l'entreprise de Morlaix, qui va chercher du cacao et du café de l'autre côté de l'Atlantique et qui le ramène par ici. Donc ça débute cette expérience-là, on va voir ce que ça donne. Il y a énormément de projets de commerce à la voile. Comment vous vous inscrivez dedans? Bon, je ne sais pas. Là, je suis plus partagé. Je pense que vous avez entre guillemets une concurrence énorme sur le sujet. Même si vous, votre projet, c'est le cabotage de port à port, j'ai bien compris. J'imagine bien un bateau à la voile qui traverse la rade de Brest pour amener sa cargaison de primeurs. Effectivement, ça peut tenir la route. Pourquoi pas? Mhm. En tout cas, on évite la circulation. Le, le coût carbone est largement diminué. Ça peut trouver preneur. Ouais. Ouais. Sur ces questions-là, nous, c'est vrai que c'est pas du tout notre spécialité aujourd'hui, le cabotage. On imagine que c'est un axe sur lequel on pourra se développer par la suite. Il y a des gens ici qui ont creusé beaucoup plus cette question-là. Je peux pas répondre à cette question, Non. Jonathan. Combien coûterait le déplacement d'une tonne de marchandises? Parce qu'encore une fois, nous, notre étude le fret, enfin, elle est à son balbutiement. On sait pas du tout la question primaire de notre projet, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet-là. Peut-être que ça fait partie des questions qu'on doit se poser cette année. D'ailleurs, si tu en as d'autres comme ça pour alimenter notre étude de faisabilité, je suis très preneur. Faut profiter. Ça, c'est un appel à tous les projets, hein, à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. S'il y a des questions à se poser, l'idée d'avoir un prototype Halo qui soit dédié à la réponse à ces questions, faut que ça profite à tous. Nous, si on arrive à faire financer ce projet-là, c'est par des fonds publics. Donc, toutes les réponses qui seront apportées seront diffusées publiquement. Donc, autant que ça serve à tout le monde. Tu peux revenir sur le financement par des fonds publics? Je peux pas y revenir parce qu'en fait, Non. tant qu'on les a pas, je veux pas en parler. J'ai pas envie. Mais en tout cas, si on arrive à faire si on arrive à faire ce projet-là, c'est parce que on aura été soutenu par des fonds publics. Je Très promis, bien. si vous voulez, je referai une intervention une fois qu'on l'a, mais je peux pas parler en nom de personnes qui n'ont pas encore signé leur accord. Très bien. Voilà. Je suis désolé, hein, je serais vraiment ravi d'en partager une fois que ce sera signé, mais je pense pas que j'ai le droit de le faire pour l'instant. Oui, je vois que Jean-Charles Lombard fait une remarque sur Grain-Sel, il a tout à fait raison. Grain-Sel, c'est vraiment tout c'est à regarder d'un point de vue global. À la base, c'est une boîte qui fait de la transformation de cacao et de café et qui a Effectivement. voulu transporter à la voile, en tout cas, qui a voulu intégrer une dimension écologique, on va dire, à son activité. Mais moi, j'abonde avec Jean-Charles et je pense que Jonathan aussi, parce on a échangé la semaine dernière sur ce sujet-là. Euh, Penser un modèle économique sur juste un outil que serait un bateau, pour moi, c'est un peu absurde. L'idée, c'est de créer justement des écosystèmes économiques, des, euh, en fait, du lien entre les différents acteurs, en fait, que ce soit le producteur, nous, le transporteur, mais qu'il n'y ait plus cette logique, en fait, de chacun est une entité différente, qu'on réfléchit vraiment ensemble et que chacun y trouve son compte pour aller vers le mieux vivre et le mieux manger, le mieux tout, quoi. Comme le fait Grain de Sale, c'est vrai qu'il y a tout un aspect social derrière qui est hyper important sur la valorisation des producteurs et du travail. Euh, Nous, c'est une vision politique qu'on a et qu'on souhaitera défendre avec notre projet. Sabine, est-ce que tu as des questions? Non, moi je n'ai pas de questions. Non. On va faire un Peut-être dernier pour tour. Que quelqu'un veut poser une autre question là? n'ayez pas peur, on est super sympa. Ah, c'est fait pour ça. Les Alors, expo-rimaires sont faits pour échanger. Il y a tellement de exactement. questions là. Euh, alors, travaillerez-vous vous-même sur les navires créés ou bien participez-vous seulement à la conception ou les deux? C'est une très bonne question, ça, parce que aujourd'hui, nous, on est beaucoup sur le développement du navire, sur le système, etc., sur le modèle économique, etc. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a une part de notre activité qui sera dédiée à l'activité d'armateur, donc d'exploitation de les bateaux. Alors, si moi, personnellement, je vais travailler dessus, j'aimerais bien, j'aimerais qu'une part de mon travail
soit en mer, parce que sinon j'aurais pas fait cette reconversion. Mais je pense très sincèrement qu'il y aura. Après, moi, c'est un truc qui m'intéresse aussi de pouvoir créer un espèce de nouveau métier entre le gestionnaire d'entreprise et le marin embarqué. Donc, pour répondre, pour Scravik, on ne fera pas seulement ce qu'on appelle la conception. L'idée, c'est nous d'exploiter nos navires, mais de les mettre à disposition des acteurs de la filière maritime autour de nous, quoi. Donc, nous, on va exploiter nos navires, normalement. Et peut-être accompagner certains armateurs dans la conception de leurs nouveaux navires, par contre. C'est toute la phase de transfert, en fait, dont je parlais tout à l'heure. L'idée, c'est que toutes les compétences qu'on aura acquises, nous permettent d'accompagner des acteurs du secteur maritime. S'ils ne veulent pas utiliser nos navires, bah, les accompagner à créer, eux, leurs navires et à réduire leur empreinte environnementale. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Emma. Si tu ne réponds pas, je considère que oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Je crois qu'aujourd'hui, on a un petit peu fait le tour, Charles. Ah, si, Ouais. quand même. Ah, si, quand même. Il y a une dernière question, je crois. Sur le bateau, oui, oui, en fait, tous nous, les coordinateurs, créateurs du projet, animateurs, on va dire, oui, oui, l'idée pour nous, c'est de créer notre métier là-dedans, en fait, de créer, ouais, comme je te disais, pardon, pardon, comme je vous disais, l'idée de Skravik, en fait, c'est de créer un métier de marin qui soit un métier de marin entrepreneur. Donc oui, on veut embarquer parce qu'on est attaché à ce métier qu'on découvre tous les jours et on a envie de le faire évoluer, mais pas que. Moi, je suis attaché aussi au travail à terre. L'idée d'animer, de gérer une entreprise collective, coopérative m'intéresse fortement, de gérer une entreprise tout court d'ailleurs. Donc oui, on montera sur le bateau, on fera quelques missions, mais l'idée c'est aussi si on a la capacité, de recruter d'autres marins. En fait, l'idée dans tout ça, c'est de laisser le choix aux personnes d'être juste marins ou de s'impliquer un peu plus dans l'organisation de l'entreprise. Le choix sera laissé, en fait. Quand on fera notre recrutement, tout le monde aura le droit de s'exprimer sur qu'est-ce que tu veux faire, quel métier tu veux faire. Bien sûr, on a besoin d'un marin qui soit prêt à faire ça, ça, ça. Mais à côté de ça, il y a d'autres choses à faire. Est-ce que ça t'intéresse, quoi? Voilà. Mais on Bon, montera sur le bateau. en fait, si je peux compléter, sur un navire déjà scientifique, il n'y a pas que des marins. Oui, tout à En fait. règle générale, il y a l'équipage. Hein, tu sais, je vois Géronimo qui hoche la tête. Lui, il fait partie de l'équipage. Mais il y a des passagers, entre guillemets, professionnels qui sont les scientifiques, justement, en tout cas les spécialistes euh, de la recherche, et qui sont pas forcément des marins. Hein. Donc, sur un navire scientifique, il y a les deux. Tout à fait. Il y a des techniciens et des scientifiques. Ils ont évidemment un petit vernis maritime, et au bout d'un moment, ils en savent beaucoup. Mais effectivement, comme dit Geronimo, ils ne sont pas des marins professionnels. Voilà. Ils ont un minimum de formation sécurité. Voilà. Merci. Là, qui complète ce que je dis. Merci, Géronimo, c'est pas mal. Au fur et à mesure, il complète avec les informations. Donc le CFBS, c'est certificat de formation de base à la sécurité, si il me semble. C'est ça. Moi, je fais la traduction des acronymes. Voilà. Merci, Bon, Jonathan. Je retiens que tu as ton CIN. Peut-être on pourra t'embarquer. mais oui, tout à fait. Certificat d'initiation. Voilà, tout à Voilà. fait. En tout Alors, cas, pour la petite histoire, le CIN, c'est l'ancêtre, on va dire, entre guillemets, du CMP, qui est le certificat de matelot de pont, qui a été remplacé, je sais pas trop, il n'y a pas très longtemps, il me semble. bon, pour ce qui est des détails de la formation maritime, quelque chose d'un petit peu quand même touffu, un petit peu compliqué, je vous recommande, ceux qui sont intéressés, de prendre contact avec l'association, avec la Tuline. Ouais. On saura vous dépatouiller un petit peu tout ça, vous débroussailler ça est notamment, ça fait partie des missions de l'association, orienter. Ça y est, vous orienter peut-être vers la meilleure formation possible et la manière éventuellement de l'organiser. Hein, Ouais, parce qu'il moi, y a toujours des questions derrière le financement. j'aborde dans ton sens, hein, parce que bon, le métier de marin est tellement large que être bien orienté, bien accompagné,
c'est très important, ça vous évite de perdre beaucoup de temps parfois et pour certains même un peu d'argent. Ouais. Ça vaut le coup de prendre son adhésion à la Touline, d'aller rencontrer les gens qui vous accompagnent et qui pourront vous conseiller efficacement. Je, je vois une remarque là. Ah, ça n'existe plus, ça, Ourtin. Moi aussi, je suis passé par là, il y a fort longtemps. Ourtin, c'est un lac au bord duquel il y avait un centre de formation de la Marine nationale. Ok. Ça se trouve dans les Landes. Un bel endroit hein, pour les activités nautiques. Alors, en tout cas, écoute, Charles, je crois qu'on a fait pas mal le tour du sujet, des deux sujets qu'il y avait, en fait, Mhm. le métier de marin que tu as un petit peu évoqué, et le projet entrepreneurial, on va dire. Oui. Hein. Alors, il y a évidemment encore des tas de questions techniques qui pourraient se poser, mais bon, il nous faudrait beaucoup plus de temps. Mais c'est passionnant. Merci beaucoup d'avoir pris un peu Merci de temps pour à tous intervenir. d'avoir pris le temps d'écouter, de Ouais. participer pour certains. Et ben, comme je disais, en fait, je vous enverrai mes contacts et il faut vraiment pas hésiter à venir vers moi. Moi, je trouve que c'est important d'alimenter cet écosystème, de valoriser ce métier qui est un beau métier et d'échanger sur la question. C'est pour ça que je prends le temps, moi, à chaque fois avec à la Touline, d'animer ces choses-là, ces interventions-là. Je trouve que la Touline fait un travail extraordinaire là-dessus, donc il faut continuer, faut y participer, et même pour les adhérents, bah, prenez le courage d'être un peu bénévole, c'est chouette aussi. Ah, C'est merci, chouette Charles. aussi, Merci Charles. c'est d'autres expériences, mais c'est intéressant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, donc je serais pas complet si je ne parle pas de la Cité des métiers de Marseille. C'est quand même grâce à la Cité des métiers à Marseille et à Sabine qui s'y trouve que nous pouvons faire cet infométier et discuter de manière finalement assez fluide. Euh, donc merci à tous d'avoir bien respecté en tout cas les règles. Hein, ça s'est vraiment très bien passé. Merci pour les questions. Et puis ma foi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Alors, Sabine, j'ai pas la date en tête, là, c'est le 9. Oula, je sais plus. C'est le deuxième, normalement c'est le deuxième vendredi du mois. Voilà. Et le sujet, vous voyez, je me suis vachement bien préparé. J'ai complètement oublié ça alors que j'ai fait la liste moi-même. Pour ceux qui le souhaitent, ils pourront regarder sur sur le site de la Touline ou sur les réseaux. On communique dès qu'on a les intervenants, etc. et nos prochaines actions. Donc, en fait, le sujet, ça sera la cybersécurité dans le domaine maritime. tu l'as retrouvé. Oui, Et ce ce sera le sera en 12 mars, mars. forcément. Donc, le sujet sera la Donc sans moi. cybersécurité. C'est, c'est un sujet vraiment, vraiment important. On va nous parler Je pense. de quelqu'un qui va venir nous parler des métiers de la cybersécurité dans le maritime, et évidemment bon, de la situation actuelle qui est, il faut le dire, assez terrible, et qui évolue, et pas dans le bon sens, hein, il y a encore des attaques. Donc voilà, donc ça sera le prochain, Le 12 mars. le 12 mars, Oui. ce sera le Et prochain rendez-vous. j'ajoute Oui, aussi qu'il y aura d'autres actions au mois de mars parce que Pôle emploi organise oui, une semaine nationale de l'emploi maritime. oui. Donc nous, à la Touline, c'est un peu toute l'année, mais on participe quand même à leur action. Donc c'est fin mars, il y aura d'autres webinaires ou infométiers ou rencontres avec des professionnels aussi. Voilà. Voilà, bon ben c'est fini. Ben écoutez, suivez le projet Stravik, hein, c'est facile de le faire. N'hésitez pas à communiquer avec On Charles. verra du coup le lien LinkedIn. C'est facile, hein, Skravik, vous tapez Skravik sur LinkedIn ou Facebook, vous devrez nous trouver. Donc Skravik. Et Voilà. puis bah, vous avez mon nom et mon prénom si vous voulez m'ajouter, pas sur Facebook parce que je n'ai plus Facebook, mais sur LinkedIn. N'hésitez pas, ce sera un plaisir de discuter avec vous. Voilà. Et puis ben, pour conclure, hein, pour les Brestois, vous surveillez la rade dès que vous voyez passer Stravik. Vous Vous saurez allez de voir qui une il belle s'agit. voile avec une sterne dedans normalement, qui va très Voilà. vite. Ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end et à la prochaine. Alors. Merci beaucoup. Au revoir Merci tout le beaucoup. monde. À très Au bientôt. Au revoir revoir tout tout le le monde. monde.